Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 24 juillet 2024, avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a rendu hommage hier aux dirigeants de la révolution du 23 juillet 1952, affirmant l'engagement du gouvernement à assurer le développement économique et la sécurité sous la nouvelle République. Le président a tenu ses propos dimanche dans un discours enregistré à l'occasion du 71e anniversaire de la Révolution du 23 juillet qui a mis fin à la monarchie et établi la première République. Le président a adressé ses félicitations au peuple égyptien, rappelant comment nos prédécesseurs ont consenti d'énormes sacrifices pour une Égypte libre et digne, libérée du colonialisme et de la domination étrangère. Citant l'histoire tumultueuse de l'Égypte depuis la révolution de 2011, El-Sisi a exprimé la nécessité de se tourner vers l'avenir et vers la nouvelle République qui représente un développement historique de la marche nationale de l'Égypte en tant que grande nation pour retrouver la place qui lui revient. Le président a affirmé que le développement social et économique est une nécessité et pas un luxe. La nouvelle République s'allait assumer des opportunités égales et une vie digne à son peuple. De telles réalisations nécessitent l'amélioration des conditions éducatives, culturelles et sanitaires du peuple égyptien, a précisé le président. Le président El-Sisi a réaffirmé que l'Égypte progresse malgré les nombreux défis auxquels elle est confrontée depuis l'indépendance, ajoutant que le gouvernement travaille avec diligence et sincérité pour transformer les espoirs des Égyptiens en réalité. Le peuple égyptien a enduré de nombreuses difficultés et crises, donnant l'exemple de la patience et la résilience, a poursuivi le président. Il a assuré que l'Égypte n'épargnerait aucun effort pour assurer à ses citoyens de nouvelles opportunités d'emploi, augmenter le revenu des citoyens et réaliser un développement économique durable. L'Égypte a célébré hier dimanche le 71e anniversaire de la révolution du 23 juillet 1952, la fête nationale du pays. Ce jour marque un tournant dans l'histoire du pays qui a réussi à libérer du joug du colonialisme et de la monarchie en proclamant la première République. Dalia Karam nous donne plus de détails. La révolution égyptienne de 1952 a commencé le 23 juillet 1952 avec le coup d'État du mouvement des officiers libres dirigé par Mohamed Naguib et Gamal Abdel Nasser pour renverser Farouk Ier d'Égypte et en finir avec l'occupation par le Royaume-Uni. Les officiers libres instaurèrent un conseil de commandement militaire dans le but d'abolir la monarchie. Le 23 juillet 1952, les officiers libres renversent Farouk Ier qui abdique le 26 en faveur de son jeune fils Fouad II, âgé de seulement 6 mois. Mohamed Naguib, un de leurs membres, exerce l'essentiel du pouvoir en tant que Premier ministre. Le 18 juin 1953, la monarchie est abolie. Le Premier ministre Mohamed Naguib devient le premier président de la République. En 1954, il démissionne et Gamal Abdel Nasser prit le relais. Sitôt aux commandes, Nasser impose une réforme agraire majeure par laquelle il confisque les domaines royaux, limite la grande propriété foncière et permet à 1 million de petits paysans de racheter à des conditions avantageuses les terres des grands féodaux. À l'été 1956, Nasser annonce la nationalisation du canal de Suez, ce qui allait directement contre les intérêts du Royaume-Uni et de la France qui co-géraient le canal. Alors, puisque hier, c'était le 71e anniversaire de la révolution
du 23 juillet 1952. Alors, nous sommes en train de célébrer cette semaine, et notamment hier et aujourd'hui, la révolution du 23 juillet. Alors, l'image de Nasser l'Africain reste gravée dans l'esprit des élites et des peuples africains, alors que les espoirs se renouvellent quant à la capacité du continent à faire face aux défis. Les détails avec Dalia Karam. Bien que 105 années se soient écoulées depuis la naissance du président égyptien Gamal Abdel Nasser et plus d'un demi-siècle depuis la révolution de 1952, l'image de Nasser l'Africain reste gravée dans l'esprit des élites et des peuples africains, alors que l'expérience de Nasser reste une source d'inspiration et d'optimisme. C'est au Caire que les idées de l'unité africaine trouvent leurs racines avant de fusionner dans le cadre d'interactions politiques régionales comme le mouvement de non-alignement. De plus, à l'époque, l'expérience du développement en Égypte constitue un modèle africain unique de lutte contre les puissances coloniales traditionnelles qui continuaient à imposer les relations de dépendance économique avec leurs anciennes colonies en évitant autant que possible que les États répètent l'expérience égyptienne. Nasser s'est lancé dans deux luttes. Premièrement, la lutte contre les écrits occidentaux qui ont divisé le continent en deux parties, nord et sud, séparées par le Grand Sahara. Dans tous ses discours, Nasser mettait l'accent sur l'unité de l'Afrique. Et deuxièmement, il s'est lancé dans le soutien des mouvements africains d'indépendance qui ont explosé avec force après la Seconde Guerre mondiale. Le Caire a accueilli les leaders des mouvements de libération, leur a fourni les armes, les fonds et le soutien politique et diplomatique. L'association africaine siégeant au Caire était comme un incubateur donnant naissance aux directions africaines. L'Égypte de la Révolution a assumé la charge de soutenir et de guider ces directions jusqu'à ce qu'elles soient capables d'assumer la responsabilité de la lutte politique ou armée dans leurs pays africains. La capitale égyptienne était devenue un refuge et un siège des activités africaines contre l'occupation. De même, les universités égyptiennes ont accueilli des centaines d'étudiants africains. C'est ainsi que graduellement l'Égypte a réussi à sortir de l'impasse de son appartenance à la profondeur arabe plus que la profondeur africaine. L'Égypte est devenue le pays du nord de l'Afrique, défendant le concept de la Ligue africaine. L'année 1960 était l'année de la libération africaine. 71 États africains y ont obtenu leur indépendance. En analysant le courant de la libération sur le continent africain, nous trouvons qu'il s'est dirigé du nord vers le sud pour plusieurs raisons. Il est évident que la première est l'influence du soutien égyptien révolutionnaire fourni aux États du voisinage dans le nord de l'Afrique. La révolution égyptienne a soutenu la révolution algérienne et aussi la lutte des peuples tunisiens, marocains, libériens et soudanais. Les mouvements de libération se sont prolongés jusqu'à l'est de l'Afrique, là où se trouvent la Somalie, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Le soutien égyptien s'est étendu aux profondeurs du continent à l'ouest, au milieu et au sud. De plus, l'Égypte a lutté contre les mouvements de séparation qui sont apparus après l'indépendance, en particulier au Nigeria dans la région de Biafra, là où se trouve le pétrole, et le Congo, où se trouvent des richesses minérales énormes. Sans oublier que l'Égypte s'était opposée aux tentatives britanniques de séparer le sud du Soudan. Nasser avait également réussi à concrétiser des outils effectifs d'interaction avec l'Afrique de l'après-indépendance. 52 bureaux de 3 compagnies du secteur des affaires œuvrant dans le commerce extérieur avaient joué un rôle essentiel dans la commercialisation des produits égyptiens et le renforcement de l'échange commercial égyptien avec l'Afrique. Ils ont aussi joué leur rôle d'intermédiaires commerciaux avec l'étranger au profit des États africains. L'Égypte de Nasser a également lutté contre les tentatives d'apostolat faites par l'Occident en Afrique à travers le rôle positif joué par l'institution d'Al-Azhar al-Sharif, selon les directions du président Nasser qui suivait personnellement ce dossier, en plus de la présence des missions religieuses et éducatives égyptiennes dans de nombreux pays africains. Et puisque, mesdames et messieurs, nous sommes en train de célébrer la révolution du 23 juillet et de parler du dirigeant Gamal Abdel Nasser, alors nous devons également parler d'un projet titanesque qui a changé la vie des Égyptiens. Eh bien, le haut barrage d'Aswan, qui est l'une des plus grandes
œuvre de l'ingénierie du XXe siècle. Sa construction a débuté le 11 janvier 1960 et s'est terminée le 21 juillet 1970. Le point avec Dalia Karam. Le 15 janvier 1971, le haut barrage d'Assouan sur le Nil, projet pharaonique de l'Égypte nassérienne, construit avec le concours des Soviétiques, était inauguré, permettant d'accroître ses ressources énergétiques et d'étendre ses zones irriguées. Depuis qu'il a pris les rênes du pouvoir en 1954, Gamal Abdel Nasser rêve d'ériger un barrage sur le Nil pour augmenter de 30% la superficie des terres cultivables. L'Égypte disposait déjà à Assouan d'un barrage construit par les Anglais, inauguré en 1902. Mais dans les années 1950, devant l'accroissement de la population, les autorités cherchent à augmenter les ressources énergétiques et à étendre les zones irriguées en évitant crues et sécheresses. Un premier projet d'accord est signé avec les États-Unis fin 1955. Le Royaume-Uni promet d'être partie prenante. Mais l'hostilité de Nasser au pacte de Bagdad, une alliance régionale impulsée par Washington et Londres, qui vise à endiguer l'influence de Moscou dans la région, conduit notamment les États-Unis à se retirer du projet en juillet 1956. Quelques jours plus tard, Nasser, héros du panarabisme et du mouvement des non-alignés, riposte en annonçant la nationalisation du canal de Suez. Celle-ci conduira 3 mois plus tard à l'attaque anglo-franco-israélienne contre l'Égypte, qui tournera au fiasco. Entre-temps, la Russie a offert de financer le barrage et le 9 janvier 1960, Nasser lance le début des travaux de construction. Le 14 mai 1964, le dirigeant Nasser et le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev assistent à la mise en eau du haut barrage. Nasser rend hommage à l'URSS, à ses ingénieurs et ouvriers qui ont collaboré à l'édification du barrage, symbole durable de l'amitié entre les deux pays. Le projet menace cependant les trésors de l'ancienne Nubie. 24 temples et chapelles pharaoniques et greco-romains risquent d'être engloutis puisque la mise en œuvre du projet doit entraîner la formation d'un immense lac artificiel, le lac Nasser. L'UNESCO coordonne alors le plus grand sauvetage archéologique de l'histoire. Une vingtaine de monuments gigantesques sont démontés et réédifié à l'abri des eaux, dont les célèbres temples d'Abou Simbel. Le haut barrage peut retenir plus de 160 milliards de mètres cubes d'eau par an dans le lac Nasser. Les 12 turbines installées sur le barrage produisent 10 milliards de kilowatts d'électricité. Pendant 11 ans, 36 000 ouvriers égyptiens et plus de 2 000 experts soviétiques se sont relayés sur les chantiers. L'ex-URSS en aura financé 40%, alors que le reste a été payé par l'Égypte en coton sous forme de troc. Et terminant la première partie de cette édition consacrée à la célébration de la Révolution du 23 juillet 1952 par le musée Gamal Abdel Nasser. Alors, d'une superficie de 13 400 mètres carrés au total, la maison du feu président Gamal Abdel Nasser, père de la Révolution du 23 juillet 1952, a été transformée en musée. Le musée raconte la vie de Nasser, ses luttes, les événements historiques les plus marquants au cours de sa présidence, retraçant ainsi une partie très importante de l'histoire contemporaine de l'Égypte. La construction de ce musée a commencé à la mi-2011. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le musée le 28 septembre 2016, coïncidant avec le 46e ou plutôt la 46e commémoration de la mort du feu président Gamal Abdel Nasser, qui correspond au 28 septembre 1970. Les détails. Gamal Abdel Nasser est un musée biographique du Caire. Il porte le nom de Gamal Abdel Nasser, l'ancien président de l'Égypte de 1956 à 1970. Le musée occupe l'ancienne maison de Nasser à Héliopolis, où il a vécu avec sa famille pendant ses 18 années au pouvoir. Le musée, qui a ouvert ses portes en octobre 2016, se compose de plusieurs salles qui portent chacune un thème particulier pour retracer la vie de Nasser. La salle des collections est la première salle à gauche de l'entrée de la maison, qui était à l'origine une salle de cinéma.
Elle renferme des photos de Nasser lors de ses voyages et visites aux pays étrangers, des vitrines renfermant plusieurs souvenirs tels que des appareils photos et cinématographiques du président qui était doué de photographie. D'autres vitrines renferment des cadeaux et des médailles offerts par les chefs d'État arabes, africains ainsi qu'européens. La salle expose également une partie de tissu entourant la Kaaba à la Mecque en Arabie saoudite qui a été offerte à Nasser en 1969 par le roi saoudien Faisal Ben Abdelaziz. Le plus attirant dans cette salle, c'est une ancienne statue en calcaire de taille moyenne montrant Gamal Abdel Nasser entouré par ses soldats. Dans la salle qui se situe en face de la porte d'entrée et qui porte le nom Histoire d'un peuple, 3 écrans panoramiques diffusent aux visiteurs un documentaire de l'histoire de l'Égypte vécu par Abdel Nasser depuis la guerre de Palestine en 1948, la révolution de 1952 jusqu'à sa nomination en tant que président de la République. L'histoire continue dans cette maison où Abdel Nasser a accueilli des présidents et chefs d'État de tous les pays du monde et témoins de réunions et de décisions déterminant le sort du pays. Au premier étage du musée, chaque pavillon a un thème. La tentative d'assassinat de 1954, la nationalisation du canal de Suez en 1956, l'évacuation des troupes anglaises en 1956, la fondation du haut barrage. Dans chaque pavillon se trouve un écran qui diffuse les discours de Nasser. De larges bancs sont aussi placés dans les différents pavillons pour permettre aux visiteurs de suivre confortablement les discours complets de Abdel Nasser. Parmi les salles intéressantes, l'une est consacrée aux affaires personnelles de Nasser, telles que ses lunettes, sa boîte de cigarettes, sa raquette de tennis de table, son jeu d'échecs préféré et d'autres. La salle voisine abrite les photos de la famille ainsi que quelques vêtements comme son pyjama, ses cravates, ses chapeaux, son alliance de mariage. Presque toute cette collection a été offerte au musée par ses enfants. Arrive alors la dernière station au musée, le couloir des griefs. Un grand écran panoramique diffuse les scènes funéraires du peuple triste et choqué de la mort de Abdel Nasser, avec un discours triste lu par le feu président Anwar el-Sadat. Par ce documentaire et les photos des chefs d'État accueillis en Égypte pour les funérailles se termine la visite de l'intérieur du musée. Des planches en bois conduisent de nouveau à la salle principale, puis à l'extérieur. Le visiteur peut enfin faire un tour dans le jardin de la villa pour voir la voiture noire du président, toujours accompagnée des célèbres chansons du rossignol arabe, le chanteur égyptien Abdel Halim Hafez sur le nationalisme arabe. Un véritable voyage dans le temps qui nous replonge dans l'âge d'or du nationalisme arabe. En effet, l'Égypte a 2 fêtes de révolution pendant des décennies. Le 23 juillet a été la seule fête de la révolution en Égypte. Cependant, avec la destitution de l'ancien président frériste en 2013, une autre fête de la révolution a été ajoutée au calendrier des célébrations. Cette deuxième célébration a lieu le 30 juin, alors que la révolution du 23 juillet 1952 proclamait la première république. La révolution du 30 juin 2013 donne naissance à la nouvelle république. La date du 30 juin 2013 constitue un nouveau tournant dans l'histoire moderne de l'Égypte qui vient s'ajouter à d'autres événements ayant marqué l'Égypte moderne, comme la révolution du 23 juillet 1952, laquelle a permis au pays de passer d'un régime monarchique à un autre républicain, et la révolution du 25 janvier 2011 qui a coïncidé avec les soulèvements populaires dans nombre de pays arabes, dans ce qui est désormais appelé printemps arabe. Le 30 juin 2013 a eu lieu la plus grande révolution de l'histoire d'Égypte. Des millions d'Égyptiens descendaient dans les rues pour réclamer le départ de l'ancien président frériste. Ce dernier a été finalement destitué par le peuple soutenu par l'armée. Il s'agit d'une victoire pour le peuple qui a récupéré son pays et d'un tournant dans l'histoire de l'Égypte. Un an après, le président Abdel Fattah al-Sisi a été élu à la tête du pays. Il entamait désormais la reconstruction d'une nouvelle république. 10 ans après la prise du pouvoir par le président al-Sisi, l'Égypte est quasiment méconnaissable.
Les grues, les bétonnières et les grands chantiers de construction sont omniprésents. Dans le Grand Caire, dans le delta du Nil, le long de la côte méditerranéenne et dans la péninsule du Sinaï, d'innombrables nouvelles routes et autoroutes se frayent un chemin à travers les villes densément peuplées et le désert aride. Depuis plusieurs années, l'immobilier de luxe, les lotissements de logements sociaux, les stations touristiques et les ponts poussent comme des champignons à travers le pays. Depuis 2015, à l'est du Caire, une nouvelle capitale administrative prévue pour 6,5 millions d'habitants est en cours de construction sur une vaste parcelle de terrain désertique. Pour le président El-Sisi, sa vision de l'Égypte, qu'il a coutume de surnommer la Nouvelle République depuis 2021, n'incarne rien de moins que le début d'une nouvelle ère, l'aube d'un avenir moderne promettant prospérité et renouveau et attisant la fierté nationale. Le président El-Sisi s'est exprimé à plusieurs reprises pour définir la Nouvelle République, une nation souveraine, moderne et inclusive qui permettrait de le développement de tout le pays et des principes de démocratie et de justice par lesquels la citoyenneté serait respectée. Plusieurs projets de développement en sont les fers de lance. Le programme Haya Karima ou vie décente pour les campagnes ou encore les villes nouvelles de 4e génération construites à travers le pays. Mais pour le président El-Sisi, c'est surtout la nouvelle capitale administrative qui incarne cette république. Le président a déclaré que l'inauguration de la capitale administrative marquerait la naissance d'un nouveau pays et la déclaration d'une deuxième république. Elle serait différente de celle de Gamal Abdel Nasser instaurée par la révolution des officiers libres le 23 juillet 1952. Après plus de 2 mois de débat, le dialogue national doit émettre ses premières recommandations. Celles-ci seront envoyées au président Abdel Fattah el-Sisi pour approbation. Les détails avec Dalia Karam. Depuis son lancement le 3 mai dernier, le dialogue national aura discuté en tout 60 dossiers, allant de la politique à l'économie en passant par les questions sociales. En tout, une 50aine de séances ont été tenues. Le dialogue, premier de son genre en Égypte, a rassemblé plus de 2000 participants représentant les forces politiques et la société civile. Des personnalités de tous bords y ont pris part. Aujourd'hui, le dialogue est à la mi-chemin et il reste encore une 50aine de dossiers à traiter. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachwan, a salué le déroulement des séances, soulignant que le conseil d'administration du dialogue national s'attendait à voir émerger des différends, vu que les participants appartiennent à différents courants politiques. Mais le Conseil a été surpris de constater que toutes les sessions ont été dominées par le respect de l'autre, a affirmé M. Rachwan, assurant que toutes les questions discutées ont le même degré d'importance. Après une série de débats, il est temps à présent de formuler les recommandations, explique Talat Abdelkawi, membre du Conseil d'administration. Il a ajouté que les comités chargés de formuler les recommandations finales nées des séances précédentes doivent se réunir cette semaine en séance restreinte. Le dialogue reprendra ensuite la semaine prochaine. Parmi les questions déjà débattues, il y a notamment la loi électorale, la loi sur la tutelle et la création d'un haut conseil de l'enseignement. Toute personne ayant participé aux discussions sur un sujet et ayant présenté des idées constructives participera à ces séances afin de se mettre d'accord sur les détails. Par exemple, la séance consacrée à la discussion du système électoral comprenait à la fois ceux qui défendent le scrutin de liste proportionnel et ceux qui sont pour le scrutin de liste absolu ou le scrutin individuel. Or, il faut parvenir à un consensus final. Les recommandations finales formulées par les comités seront soumises au conseil d'administration pour les transférer ensuite au président de la République afin de les approuver et les envoyer aux instances compétentes, c'est-à-dire le gouvernement ou le Parlement. Le conseil d'administration a décidé que dorénavant, les comités se réuniront pendant une semaine pour débattre des questions fixées sur l'agenda, puis la semaine suivante, des séances restreintes seront tenues pour discuter des détails et formuler les recommandations avant de les envoyer au conseil. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également c'est la fin de la transmission en langue française sur Nile TV International qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne journée et au revoir.